Le problème des Israéliens, c'est-à-dire l'idée qu'on est tellement fort qu'on a tendance à ignorer les capacités des autres. On les considère comme des ninus et finalement on se trouve un peu le bec dans l'eau. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez écrit en 2022 « Vaincre le terrorisme djihadiste » aux éditions Macmillan et vous publiez le 13 mars « Opération déluge d'Al-Aqsa » concernant le conflit israélo-palestinien, toujours aux éditions Macmillan. Dans votre livre, vous analysez longuement, avec une rare précision, les événements du 7 octobre ainsi que la guerre qui a suivi entre les Israéliens et les Palestiniens depuis 5 mois. Tout d'abord, la première question, pourquoi ce livre? Eh bien, comme vous l'avez dit, je suis un ancien du renseignement. Donc pour moi, l'essentiel dans une crise, dans un conflit, quel qu'il soit, c'est qu'on ait tous les éléments pour le comprendre. Parce que comme je le répète souvent, de la manière dont on comprend la crise découle la manière de la résoudre. Et donc, on ne peut pas faire l'économie d'écarter des aspects de cette crise. Et il me semblait que la couverture médiatique des événements qui ont eu lieu depuis le 7 octobre nous donnait une image très imparfaite du conflit et que, par conséquent, il était nécessaire de ramener un petit peu tout ce qui est publié. Il y a énormément de matériel qui est publié, par exemple, dans la presse israélienne, par exemple, et qui n'arrive pas du tout chez nous. Et ça me semblait important de le mentionner parce qu'il y a en Israël des journalistes extrêmement sérieux qui travaillent de manière critique et sans doute pas contre Israël. Par conséquent, leur point de vue méritait d'être aussi enregistré, ou en tout cas on méritait qu'on en tienne compte. Et puis j'ai des amis journalistes américains qui sont juifs eux aussi d'ailleurs et qui ont un regard beaucoup plus critique sur le conflit que nous en avons dans les pays francophones, puisque je parle principalement de ce point de vue-là, c'est-à-dire la France, la Belgique et la Suisse. Et c'était en fait l'idée d'avoir l'image la plus complète possible de ce que l'on sait de ce conflit. Alors vous êtes un des rares spécialistes à expliquer les raisons pour lesquelles le Hamas agit le 7 octobre. Ce livre fait un peu suite à d'autres livres que j'ai écrits sur le terrorisme djihadiste. Et d'ailleurs, j'ai repris pour cet ouvrage le même sous-titre que celui que j'avais utilisé pour la guerre asymétrique, mon ouvrage sur la guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, que j'avais écrit il y a un peu plus de 20 ans. Et je constate d'ailleurs que ce que j'avais écrit il y a 20 ans est encore pertinent aujourd'hui. Donc il me semblait intéressant de revenir sur ces 20 ans, si vous voulez, où j'analysais de manière critique l'approche à la fois d'Israël et des mouvements palestiniens de la crise, et de voir que finalement, on n'a pas beaucoup évolué en 20 ans, assez curieusement. Et en tout cas, pas du côté israélien. Du côté palestinien, il y a eu une évolution qui a été plus marquée, on aura sans doute l'occasion d'en parler, mais du côté israélien, pas beaucoup. Et ça me semblait intéressant de revenir là-dessus parce que comprendre ces mécanismes doivent nous comprendre aujourd'hui à trouver des solutions à cette crise. Alors, quelles sont ces raisons? Pourquoi le Hamas est intervenu le 7 octobre? Évidemment, notre regard sur ces événements commence malheureusement le 7 octobre. Et alors évidemment, certains vous diront « oui, ça commence en 1947 », ce qui est vrai, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais on oublie que les événements du 7 octobre 2023 ont une histoire qu'on découvre déjà dans les premiers mois de 2023 et même les derniers mois de 2022. L'arrivée du nouveau gouvernement Netanyahou, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou au pouvoir, est accompagnée d'une recrudescence de troubles sur différents niveaux en Palestine. On a notamment la question des implantations qui a augmenté de manière drastique. On a le statut des prisonniers
des prisonniers palestiniens, un statut qui a été durci par les nouvelles autorités israéliennes. On a la situation aussi du Haram al-Sharif, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le mont du Temple, ou l'esplanade des mosquées, selon les sensibilités, où depuis 2022, on a une succession d'émeutes qui sont liées notamment avec le projet de construire le 3e temple de Salomon. Et c'est d'ailleurs peut-être pas complètement par hasard que l'opération du Hamas s'appelle Déluge d'Al-Aqsa, parce que les Palestiniens se sentent aussi les gardiens, ou ils sentent dans leur mission les gardiens de des lieux saints de Jérusalem. Donc ça, ce sont des éléments principaux, mais il y a aussi eu des phénomènes plus sociaux qui ont agité les territoires occupés, notamment des coupures dans le financement, où le Qatar a arrêté de financer, ou arrêté une partie du financement des autorités palestiniennes à Gaza, qui a provoqué des émeutes déjà au printemps 2023. Donc si vous voulez, il y a eu toute une série d'événements qui ont été très violents d'ailleurs et qui ont précédé ce 7 octobre. Donc on pourrait dire que le 7 octobre est un peu le vase qui déborde d'une certaine manière. Et il me semblait important de revenir là-dessus parce que simplement partir du 7 octobre, ça voudrait dire que tout d'un coup, un jour, le chef du Hamas s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, on va attaquer Israël ». Or, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a vraiment on a mal géré la crise depuis la fin 2022 et c'est effectivement ce qui a conduit de mal en pis, si vous voulez, à la situation du 7 octobre. Concernant l'opération palestinienne du 7 octobre, elle-même, vous parlez d'un fascicule de 16 pages qui a été publié par le Hamas le 22 janvier 2024, qui révèle les objectifs stratégiques et opératifs du Hamas. Alors voilà, effectivement, le problème du Hamas, et puis que l'on retrouve d'ailleurs, je dirais presque en règle générale, dans les pays arabes, il n'y a pas le même sens de la communication que ce que nous avons en Occident. Et en tout cas pas le même sens de la communication que celui qu'on a en Israël, qui est une mentalité très occidentale, à vrai dire. Et par conséquent, cette opération du Hamas s'est faite sans qu'on ait vraiment d'explication au départ. Alors ceux qui étaient attentifs à la presse et aux médias moyen-orientaux ou proche-orientaux connaissaient les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui avaient agité la vie politique en Israël avant octobre. Mais pour le monde francophone en Europe, personne ne s'est rendu compte de ces événements. Et donc, on a commencé, à partir du 7 octobre, à trouver nous-mêmes, à élaborer nous-mêmes les objectifs du Hamas. D'ailleurs, un phénomène qu'on a retrouvé avec l'attaque de la Russie en Ukraine, par exemple, où finalement, les Occidentaux ont commencé à déterminer eux-mêmes quels étaient les objectifs que les Russes s'étaient fixés. Et le problème de cette approche est que, finalement, on ne voit pas le conflit tel qu'il est, mais comme on voudrait qu'il soit, et comme on voudrait qu'il corresponde à l'image qu'on en fait, ce qui nous permet aussi d'appliquer des mesures, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais ça a été notamment le cas pour l'Ukraine, par exemple, où on a commencé à trouver des objectifs qui nous mettaient en danger nous-mêmes, alors qu'on sait très bien que les objectifs de l'opération étaient initialement uniquement la situation de la population au Donbass. Et avec l'affaire du Hamas, c'était un peu la même chose. On a vu très rapidement dans nos médias des gens qui ont prétendu que c'était l'État islamique qui nous attaquait. Il y a même des politiciens français qui ont dit que la France a déjà été attaquée par le Hamas. Donc on voit très bien que d'un côté, le Hamas avait des objectifs qui étaient
liées à la situation spécifique qu'on avait dans les territoires occupés entre 2022 et 2023. Naturellement, il y a un passé encore en plus de ça, mais en gros, c'est ça. Et que nous, en Occident, on y a vu une espèce de déferlante islamiste, etc., alors qu'il y a évidemment alimenté le moulin de tous les anti-musulmans, anti-arabes qu'on trouve en France et qui d'ailleurs se sont multipliés considérablement ces 10 dernières années en France, de manière assez inquiétante d'ailleurs. Et donc, voilà pourquoi, dès le début de l'opération, parce que c'est un peu mon métier, j'essaie de comprendre les objectifs. Et puis, par hasard, et un peu, enfin pas seulement par hasard, mais j'ai été assez content de voir qu'en janvier, les autorités du Hamas se sont décidées à publier un fascicule qui explique pourquoi ils ont fait ça. Quels sont les objectifs qu'ils cherchaient à atteindre, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire, dans quel esprit ils le faisaient, etc., etc. Et j'ai remarqué qu'effectivement, l'appréciation que j'avais faite jusque-là était cohérente avec ce que disaient les gens du Hamas. Et ces appréciations étaient faites uniquement sur l'analyse de ce qui s'est fait entre la fin 2022 et octobre 2023. Et ça permet comme ça d'avoir, et c'est d'ailleurs symptomatiquement, pratiquement aucun de nos médias n'a mentionné cette publication. Parce que de nouveau, on préfère rester sur notre narratif plutôt qu'essayer de comprendre l'adversaire. Et on a vu la faiblesse de ce même phénomène ou de cette même approche à l'égard de la Russie et sur le conflit ukrainien. C'est-à-dire qu'on finit par juger le conflit non pas d'après ce que les protagonistes en pensent et d'après la manière dont les protagonistes le voient, mais d'après notre propre manière de le faire. Et c'est à la fois manifestation d'arrogance, mais c'est surtout la porte ouverte à l'impossibilité de réduire le conflit. Et on constate d'ailleurs que cette mauvaise compréhension est à l'origine, j'allais presque dire de la défaite stratégique, on pourra discuter des aspects opérationnels, mais stratégiquement, on s'aperçoit bien qu'Israël est en train d'entrer dans une phase de défaite. Défaite au niveau de la désaffection du public dans le monde, envers lui. Une analyse américaine révélait que les jeunes Américains, pas les classes d'âge âgées, mais les jeunes Américains, si ma mémoire est bonne, c'est entre 18 et 25 ans, étaient prêts à 51% à abandonner Israël, enfin à dire d'arrêter Israël et de le donner au Hamas. C'est évidemment une petite partie de la population américaine, mais ça montre quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, notre perception d'Israël était plutôt une sorte de respect, et puis une espèce d'une compassion aussi pour un pays dont la population avait subi ce que l'on sait durant la Deuxième Guerre mondiale. Par conséquent, d'arriver tout d'un coup à un moment où les jeunes Américains et les États-Unis, on le sait, sont au grand soutien du peuple israélien, que les jeunes Américains, c'est-à-dire la nouvelle génération, celle qui va suivre les Biden, etc., que cette génération se dise disposée à abandonner complètement, à dire il faut arrêter Israël et le donner au Hamas, c'est la formulation de l'enquête. Elle est sans doute exagérée dans sa formulation néanmoins, mais elle témoigne d'une tendance qui, à mon avis, est très inquiétante. Et d'autre part, il y a le phénomène qu'on a, et je pense que c'est un événement aussi de portée historique, l'Afrique du Sud qui a porté une plainte vis-à-vis d'Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide. Mais alors, avant d'arriver à tous ces aspects, quels étaient alors les objectifs stratégiques et opératifs du Hamas ? D'abord, il faut comprendre que Gaza est une zone qui a été pratiquement isolée du reste du monde par Israël. Vous avez une clôture de sécurité et puis un accès à la mer qui est limité par la marine israélienne. Et du côté terrestre, du côté israélien, il y a cette clôture qui empêche virtuellement tout passage non autorisé. Et en plus de ça, l'approvisionnement, la logistique, si vous voulez, de Gaza, en termes de nourriture, en termes d'eau, en termes d'électricité, tout ça est contrôlé par Israël. Ce qui fait que, malgré le fait que
les Israéliens se soient retirés d'Israël en 2005, conformément d'ailleurs aux accords d'Oslo, ce n'est pas un geste de générosité de leur part. Malgré ce départ, ils continuent à contrôler la vie à l'intérieur de Gaza. Et je ne parle même pas ici des vols de reconnaissance qui se font en permanence. Il y a ce qu'on appelle autour de Gaza, il y a ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza, dont la responsabilité est donnée à la division de Gaza. C'est une division de l'armée israélienne qui comporte plusieurs brigades et qui assure la surveillance de cette zone. Et cette surveillance, elle est à la fois visuelle par des drones en permanence, elle est électronique par une station électronique qui est basée à environ une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza. Et vous avez des ballons captifs qui surveillent en permanence les activités électroniques, toutes sortes d'activités à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce qui a fait dire d'ailleurs aux Nations Unies, et pas seulement aux Nations Unies, plusieurs ONG, que malgré le départ des Israéliens, Gaza était un territoire encore occupé. Donc le fait qu'il n'y ait pas de troupes dans Gaza ne signifie pas que ce n'est pas occupé. Et là, ça c'est aussi un narratif qu'on entend beaucoup en Occident, mais selon le droit international, le fait qu'Israël contrôle absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de la ville à l'intérieur de la bande de Gaza et intervienne, parce que il y a aussi une chose que je mentionne dans mon livre qu'on ne mentionne pas beaucoup, même pas du tout dans nos médias, c'est qu'Israël fait régulièrement des raids à l'intérieur de Gaza, des raids aériens, pour détruire une personnalité ou une installation, peu importe, du Hamas. Et ces interventions, d'ailleurs, s'appellent assez poétiquement dans le langage militaire israélien, c'est tondre la pelouse. Ça rappelle un peu les corvées de bois dans la Légion en Indochine, où on allait éliminer des gens discrètement comme ça dans la forêt. Donc on a un petit peu ce même phénomène qui se passe à Gaza. Et le problème est probablement le moment où les Palestiniens ont compris qu'il fallait passer à quelque chose de plus spectaculaire pour avancer dans les négociations, parce qu'à la fin 2021, il y avait des négociations en cours par l'entremise du Qatar entre le Hamas et les autorités israéliennes pour la libération de prisonniers. Les Israéliens ont un peu plus de 5000, avaient un peu plus de 5000 prisonniers palestiniens, à la fois de la bande de Gaza et de Cisjordanie d'ailleurs, dont environ, alors de nouveau les chiffres doivent être dits avec précaution ici, mais en gros une moyenne d'environ 150 enfants qui sont détenus par mois, par roulement si vous voulez, en Israël, et qui sont souvent détenus sans raison d'ailleurs. Et puis il y avait en plus plus d'un millier de prisonniers palestiniens qui étaient détenus sans charge, depuis des années d'ailleurs. Donc il y avait des négociations en cours. Et puis à la fin 2021, ces négociations ont été rompues, tout simplement. Et le gouvernement israélien n'a plus voulu tout simplement discuter. Et donc il fallait ramener les Israéliens à la table de négociation. Et pour ramener les Israéliens à la table de négociation, il fallait faire quelque chose. Or, quand vous êtes dans une bande qui est isolée du reste du monde, que personne ne s'intéresse à votre sort et fait pression sur les Israéliens pour que les négociations reprennent, il n'y a qu'une seule manière, c'est faire une attaque sur Israël pour le forcer à revenir à la table des négociations. Et en fait, l'objectif de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, c'est ça. Il s'agissait avant tout de ramener les Israéliens à la table de négociation. Mais il y a d'autres objectifs aussi, et qui sont expliqués d'ailleurs dans le petit fascicule publié par le Hamas, qui ont été énoncés avant aussi. Donc on sait que les Palestiniens, étaient opposés aux accords de normalisation, ce qu'on appelait les accords d'Abraham, entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Alors, ils n'étaient pas contre ces accords en tant que tels, mais ils étaient contre
la manière dont ces accords avaient été formulés. Parce qu'en réalité, les Américains, et c'était sous le patronage de l'administration Trump à l'époque, ces accords ont été formulés de telle manière qu'ils écartent complètement du débat la question palestinienne. Qu'il y ait un rapprochement entre Israël et les pays arabes, ça n'était pas un problème en soi, mais la question palestinienne devait être évoquée. Une des raisons de cette opération Al-Aqsa, c'est de faire ressortir, si vous voulez, cet aspect aux pays arabes. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui que les efforts de normalisation ne sont pas exclus. Les Saoudiens sont déclarés favorables à reprendre les négociations, mais cette fois-ci en incluant la question palestinienne. Donc on voit que là, un des objectifs stratégiques du Hamas a été gagné, si vous voulez. Et puis il y a un autre élément, et de nouveau, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est la raison pour laquelle l'opération s'appelle Opération Déluge d'Al-Aqsa, c'est pour rappeler aux pays arabes que la situation des lieux saints, et notamment l'avenir de la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve sur le Haram el-Sharif, au mont du Temple, pour rappeler que cette situation était menacée actuellement par les projets des ultranationalistes, ultra-religieux, pas ultranationalistes, mais ultra-religieux israéliens. Et que, du coup, le problème palestinien, puisque, en définitive, ce sont les Palestiniens qui sont les populations autochtones, c'est pour ça que ça s'appelle Haram el-Sharif, officiellement, et non pas Mont du Temple, les Palestiniens sont un peu les gardiens de ces lieux saints, mais que ces lieux saints concernent l'ensemble de la communauté musulmane et pas seulement la Palestine. Et donc, il y avait l'idée aussi d'attirer l'attention du monde musulman sur la problématique de ces lieux saints. Alors, concernant l'opération Déluge Al-Aqsa elle-même, pouvez-vous nous décrire les différentes étapes de l'opération palestinienne? Alors, je la décris évidemment de manière un peu plus détaillée dans mon livre, donc on ne va pas entrer dans tous les détails ici, mais rappelons que le 7 octobre à 6h du matin, 6h30 du matin, les forces du Hamas et du djihad islamique palestinien ont franchi la clôture qui les isolait du reste du monde, si je peux dire ça comme ça, et ont commencé à faire une incursion sur le territoire israélien, dans l'enveloppe de Gaza. C'est important de le préciser, parce que cette enveloppe de Gaza, c'est la zone militarisée qui est autour de la bande de Gaza. Et ils ont attaqué environ 25 postes militaires qui étaient tout le long de tout au long de cette enveloppe de Gaza. Et ils ont accompagné cette offensive de manière assez classique en réalité, comme on le ferait dans une opération militaire, avec une volée de roquettes qui avait pour objectif de distraire presque les Israéliens. L'opération a été menée de manière extrêmement minutieuse. Les installations de transmission et les installations d'observation qui entourent la bande de Gaza ont été neutralisées dans les premières minutes de l'opération, ce qui a rendu d'ailleurs les autorités israéliennes pratiquement aveugles sur ce qui se passait. Et ça explique d'ailleurs la manière un peu chaotique et même très chaotique dont les Israéliens ont répondu à cette offensive. Et puis ils sont allés jusqu'à ces avant-postes de la division de Gaza, la division israélienne de Gaza, avec l'idée d'aller capturer des militaires israéliens. Et c'est important de le dire aussi parce que dans l'esprit des Palestiniens, les militaires ont plus de valeur d'échange, si je peux dire ça comme ça, que les civils. Ils n'ont pas voulu attaquer les civils, ils ont voulu attaquer des militaires. Et ça, c'est très important de le dire. Il y a eu un phénomène un peu particulier qui s'est passé avec le festival de musique, festival Nova ou Supernova selon les sources, avec lequel les Palestiniens ou les combattants palestiniens tout d'un coup étaient confrontés avec une foule de jeunes qui étaient en train
de faire la fête. Et les conclusions d'ailleurs de la police israélienne sont que manifestement les gens du Hamas, on va les appeler comme ça, même si c'est plusieurs groupes en fait qui étaient là, mais les Palestiniens ne s'attendaient pas à trouver ce festival de musique. En réalité, le festival de musique aurait dû se terminer le vendredi soir précédent. Et puis, comme il avait bien fonctionné, les organisateurs ont obtenu une prolongation. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés finalement dans les combats au début du samedi du 7 octobre. Et comme ce festival était adossé à une base militaire, on constate qu'effectivement, il y a eu là une sorte de confusion, si vous voulez, à tous les niveaux, qui a fait que eh bien, et je dis bien à tous les niveaux, parce que la confusion s'est faite du côté des Palestiniens, et il y a de nombreux témoignages qui disaient que les soldats, les combattants palestiniens en arrivant, ont demandé leur chemin aux festivaliers, parce que tout d'un coup, ils étaient perdus, ils ne s'attendaient pas à les voir là. Et puis, ça a été une confusion aussi pour les Israéliens eux-mêmes, parce que quand ils ont voulu répondre, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, parce qu'ils ont voulu répondre, ils se sont retrouvés avec deux sortes de cibles, si vous voulez, des cibles amies et des cibles ennemies, qui finalement sont confondues simplement dans le mot cible d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, on a cette opération qui, comme je l'ai dit, a été minutieusement préparée, qui avait pour but de prendre des militaires. Et on sait qu'ils avaient pour but de prendre des militaires parce qu'ils sont arrivés dans certains kibboutz. Et alors, ce qui s'est passé, c'est important peut-être de le préciser, c'est qu'une partie de la division de Gaza avait été retirée pour être employée ou engagée en Cisjordanie, où il y avait des tensions qui montaient, justement avec l'extension d'ailleurs des implantations décidées par le gouvernement israélien. Et donc, l'enveloppe de Gaza comptait beaucoup moins de militaires que ce qu'attendaient les Palestiniens. Donc, eux qui voulaient prendre des militaires, ils se sont trouvés finalement, ils se sont dit, mais où sont les militaires? Et alors, ils sont entrés dans certains villages. Là, c'est intéressant parce que c'est le témoignage d'Israéliens qui l'ont dit. Ils sont entrés dans des maisons, puis ils ont demandé aux personnes d'appeler les forces de sécurité. Donc on voit bien que leur objectif n'était pas de prendre des civils, ni même de s'attaquer aux civils, mais c'est vraiment de prendre des militaires. Alors, après, les militaires sont intervenus, et on aura l'occasion d'en reparler, et là, ça s'est passé de manière extrêmement chaotique, et c'est dans ce chaos que des civils ont été pris. Alors pourquoi? Quelle est la décision qui a fait? Est-ce n'ayant pas la possibilité de prendre des militaires et devant se replier rapidement, ils ont pris, à défaut d'autre chose, des civils? C'est probablement ce qui s'est passé, puisque d'ailleurs le Hamas a proposé de rendre ou d'échanger ces civils pratiquement le même jour aux autorités israéliennes qui ont refusé. Et les derniers otages ou prisonniers que détiennent le Hamas à ce jour sont essentiellement d'ailleurs des militaires, et dont on évoque même des militaires de haut rang, parce que dans l'esprit des Palestiniens, c'est ceux qui ont le plus de valeur d'échange, entre guillemets. Et pourquoi l'ont-ils fait? Eh bien justement, c'est parce que les négociations par l'entremise du Qatar pour la libération des prisonniers palestiniens avec le gouvernement israélien, ces négociations avaient été ajournées sine die, et par conséquent, il fallait ramener les Israéliens à la table de négociation, et l'idée c'est de prendre des prisonniers pour ensuite pouvoir les échanger, pour forcer les Israéliens à revenir à la table de négociation. Ça, c'était l'idée. Le 7 octobre fut un véritable choc pour la société israélienne. Vous expliquez que cet événement a révélé des dysfonctionnements importants dans l'armée israélienne. Vous déclarez que l'incapacité à détecter l'attaque égyptienne en octobre 1973 et celle du Hamas 50 ans plus tard sont très problématiques et montrent de profondes faiblesses analytiques. Il y a plusieurs choses dans votre question. Tout d'abord, effectivement, c'est un choc pour la société israélienne parce que jusqu'à présent, on avait vécu depuis maintenant plus de 50 ans, depuis que les territoires occupés sont occupés, on a des escarmouches, des attentats à la bombe, des choses comme ça, mais on n'avait pas vraiment de bataille rangée, si j'ose dire, entre Palestiniens et Israéliens.
Et là, tout d'un coup, on a vraiment une opération militaire du Hamas, une vraie opération militaire. Donc on n'a pas simplement un gars qui va se faire exploser quelque part, on a une opération militaire organisée, structurée dans le temps et dans l'espace, et qui correspond effectivement à ce que pourrait faire n'importe quelle force militaire d'ailleurs. Et d'ailleurs, cela pose la question de la capacité du Hamas, enfin, ça ne pose pas la question, mais ça nous permet de constater que le Hamas a passé à un niveau différent de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Mais on reviendra là-dessus. Alors, évidemment, la première question qui s'est posée, c'est pourquoi les Israéliens ne l'ont pas détecté? Ou comment se fait-il? Alors, effectivement, vous avez rappelé l'opération égyptienne de 1973, qui n'avait pas non plus été détectée par les services israéliens. Et on a retrouvé finalement exactement le même phénomène cette fois-ci. C'est-à-dire que les Israéliens ont certainement observé des choses, mais ils n'ont pas su les connecter entre elles. Ils n'ont pas su les connecter de manière à reconstituer l'idée d'une opération qui pourrait se diriger contre eux. Et c'est là un petit peu l'erreur. C'est un problème analytique en réalité, qui est... Alors, on peut évidemment critiquer Israël quand on voit ça, mais en réalité, je constate que c'est un problème que nous avons en commun avec les Israéliens. Donc c'est une faiblesse israélienne. On sait que les services israéliens sont très forts pour aller éliminer des gens. Ils n'ont jamais été très forts dans l'analyse. Jamais. Là, vous avez cité l'exemple de 73, mais ils ont aussi mal analysé la résistance du Hezbollah en 2006. Le problème des Israéliens, c'est d'ailleurs le même problème que nous avons, nous, occidentaux. C'est valable pour les pays européens et les pays et les États-Unis aussi. C'est-à-dire l'idée qu'on est tellement fort qu'on a tendance à ignorer les capacités des autres. On les considère comme des minus et puis finalement on se trouve un peu le bec dans l'eau. Et c'est exactement d'ailleurs la raison pour laquelle on a échoué d'ailleurs en Ukraine. C'est exactement les mêmes raisons. Donc on peut évidemment critiquer Israël pour ne pas avoir su voir ça, mais en réalité nos services de renseignement ne font pas mieux. Donc ça c'est très important de le dire. On a cette habitude de penser que nous sommes meilleurs que les autres, on voit les choses, etc. Ça, c'est une explication générale. Mais aussi des explications plus spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui ont constaté qu'il y avait des activités anormales qui se passaient dans les mois, voire les 2 ans qui ont précédé l'offensive du Hamas. Mais ils n'ont pas réussi à voir... Ils voyaient qu'il y avait quelque chose de différent, mais ils n'ont pas réussi à voir quel rôle critique pouvaient jouer les différences qu'ils avaient détectées. Et en termes de renseignement, ils n'ont jamais eu de actionable intelligence, c'est-à-dire ils n'ont jamais eu de renseignement opérationnalisable. Ils avaient là l'information qu'il se passait ça, bon, et puis qu'il se passait ça. Mais pour un commandant israélien, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je peux réagir à ça? Oui, je vois que c'est différent. Oui, je vois qu'ils font quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça change dans ma conduite opérative? Et si l'information n'est pas suffisamment précise, si elle n'est pas suffisamment détaillée, si elle n'est pas suffisamment étayée, je ne peux rien faire. Je peux que constater qu'il y a eu un changement de comportement. Et c'est effectivement... Alors, du côté palestinien, ça a certainement été voulu que ce soit comme ça. Ils se sont sans doute préparés de telle manière à ce que les Israéliens n'aient jamais le puzzle complètement formé. Ils savaient sans doute que les Israéliens pouvaient les voir et donc pouvaient avoir des pièces de puzzle, mais ils se sont arrangés pour que les Israéliens ne puissent pas reconstituer le puzzle. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc il y a quand même un déficit analytique du côté israélien. Il y a une grande habileté du côté palestinien. Et comme je l'ai dit, je pense que n'importe quel pays occidental, enfin les services que je connais, occidentaux, n'auraient sans doute pas fait mieux que les Israéliens.
Alors, vous expliquez que l'armée israélienne a été paniquée et qu'elle a utilisé la violence de façon disproportionnée et de façon aléatoire le 7 octobre. Voilà, alors ça c'est un élément qui est très important parce que d'abord il dénote les insuffisances de la conduite opérationnelle israélienne, ça c'est la première chose. Mais ça c'est un peu l'analyse du militaire si vous voulez. Mais plus grave est que la manière dont Israël a répondu a dû s'accompagner par la suite d'un narratif pour justifier ses actions. Et c'est ce narratif qui aujourd'hui justifie d'une certaine manière, comme on le voit surtout d'ailleurs dans les médias francophones d'ailleurs, beaucoup plus que dans les médias anglo-saxons, mais dans les médias francophones, je vois qu'on utilise ce narratif pour justifier les actions que l'on a observées depuis à Gaza, notamment les bombardements de populations civiles, etc. Alors que s'est-il passé? Il s'est passé que les Palestiniens, en réalité, avaient... Alors, je ne veux pas entrer dans les détails, parce que je donne tous les détails dans mon livre, mais grosso modo, en 2018, les Palestiniens ont réussi à intercepter un commando israélien et ils ont commencé ils lui ont pris des matériels électroniques qu'ils ont démontés, qu'ils ont analysés, et à partir de cette analyse, ils ont reconstitué les réseaux électroniques de l'armée israélienne dans l'enveloppe de Gaza. Et en reconstituant ça, ils ont identifié les points faibles de la communication et de la conduite israélienne. Et puis, c'est ce qui leur a permis de brouiller de brouiller, on peut dire ça comme ça, les communications israéliennes au début de l'offensive, le tout étant accompagné de l'usage de drones pour détruire les tours de contrôle qui étaient une sorte de mirador qui se trouvait sur la périphérie de la bande de Gaza et pour détruire des tours de relais électroniques. Et donc, l'ensemble a fait que, au début de l'opération du Hamas, l'armée israélienne a été totalement aveugle. Et le commandement de la bande de Gaza, de l'enveloppe de Gaza, de la division de Gaza, pardon, qui se trouve dans l'enveloppe de Gaza, le commandement a été totalement aveuglé. Donc, ils ont normalement des écrans de contrôle, des caméras qui surveillent à peu près tous les secteurs de la bande de Gaza. Tout ça, c'est d'un seul coup, tout obscurci. Ils n'avaient plus aucune visibilité sur ce qui se passait. Et alors, ils ont transmis leur souci au commandement de Tel Aviv. Et le commandement de Tel Aviv s'est trouvé à peu près dans la même situation. Il n'avait pas non plus de communication. Ce qui fait qu'on savait que quelque chose se passait, de gros se passait à l'extérieur de la bande de Gaza, dans l'enveloppe de Gaza, mais on était incapable d'en mesurer l'importance et de savoir exactement quels étaient les secteurs touchés. C'est la raison pour laquelle le commandement a pratiquement donné, je fais la chose courte, elle est détaillée de manière un peu plus précise dans mon livre, le commandement israélien a donné feu libre à ses hélicoptères de combat et aux unités de chars qui pouvaient encore se déplacer sur zone. Et on connaît ce déroulement, ce n'est pas mon imagination qui a travaillé, ce sont deux journalistes d'un journal israélien qui ont reconstitué minutieusement tout le déroulé de cette journée du 7 octobre et qui ont détecté des erreurs de conduite monumentales de la part des Israéliens et puis surtout de l'aveuglement complet du commandement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a tiré dans le tas et puis vraiment tiré dans le tas. Et c'est l'ordre qu'on a donné aux hélicoptères. Et vous avez, je cite d'ailleurs le témoignage de colonels qui disent, j'ai évoqué aussi dans mon livre cette fameuse doctrine Hannibal. La doctrine Hannibal, c'est une doctrine, mais ce n'est pas une doctrine à vrai dire, c'est plutôt une directive Hannibal. C'est un comportement ou une directive qui est appliquée dans certaines situations lorsqu'il y a prise d'otage. Eh bien, le but n'est pas nécessairement de libérer l'otage, mais de détruire le preneur d'otage. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si ça se fait en sauvant la vie de l'otage, c'est bien, mais si ça se fait au détriment de la vie de l'otage, eh bien, tant pis pour l'otage. Voilà, c'est un peu
la doctrine. Et vous avez, notamment, je cite un colonel de l'armée israélienne, de l'armée de l'air israélienne, qui dit dans l'enveloppe de Gaza, on a fait un Hannibal de masse. C'est-à-dire qu'on a vraiment tiré dans le tas. Et donc, et d'ailleurs, je montre des extraits des films qui ont été faits par les hélicoptères de combat, où on voit que les cibles qui ont été prises par les hélicoptères, on ne voit pas, parce que tous les combattants palestiniens qui ont attaqué ce jour-là, on voyait qu'ils avaient un harnais avec des munitions supplémentaires ou des grenades, enfin surtout des munitions supplémentaires sur la poitrine, des kalachnikovs, et puis les combattants du Hamas avaient un treillis camouflé. Or, quand on voit les images prises par les hélicoptères de combat qui sont intervenus, on voit que les cibles sont en t-shirt, sans armement et sans rien. Donc, on voit que ces Israéliens ont été touchés par des hélicoptères de combat et les armes utilisées, ou plutôt les dégâts qu'on observe sur place, et on voit encore aujourd'hui, vous pouvez voir sur Internet les parkings, parce que c'était un festival de musique, donc les gens étaient parqués sur une prairie comme ça, alignés. Toutes les voitures ont été brûlées, détruites, et on voit qu'on n'est pas simplement avec des kalachnikovs, on est avec quelque chose de beaucoup plus gros, c'est des missiles qui ont été tirés, enfin bref, on a quelque chose de plus important. De même, les dégâts qui ont été faits dans certains kibbutz, on voit que c'est des dégâts qui ont été... Et d'ailleurs, on voit les chars tirés sur les kibbutz. Et on voit même une commandante de chars, une jeune commandante de chars, j'ai aussi une partie de son interview, enfin j'ai un extrait dans mon livre, qui dit, on m'a dit de tirer, j'ai demandé s'il y avait des civils, on m'a dit, t'occupe pas, tire. Pour aller dans ce sens-là, vous dites, alors quelque chose qui est très controversé et qui va l'être, contrairement à ce que disent la plupart des médias et des officiels, toujours maintenant d'ailleurs, vous dites que ces 1200 morts n'ont pas été tués en majorité par le Hamas, mais par les soldats israéliens. C'est ça un petit peu la conclusion de la chose. De nouveau, les journaux comme Haaretz, Idiot Achronot en Israël, etc., ont fait des enquêtes très poussées là-dessus. Alors il faut savoir qu'au départ, le chiffre était de 1400. Des 1400, les Israéliens en ont retiré 200 parce qu'ils se sont aperçus, les corps étaient tellement brûlés. Au début, ils ont cru que c'était des civils et puis ils se sont aperçus que c'était des gens du Hamas. On peut s'imaginer qu'il n'y a pas eu que 200 brûlés. Il y en a certainement eu d'autres. Et ce n'est pas le Hamas qui s'est brûlé lui-même. Quand on voit les dégâts qui ont été faits sur place, on s'aperçoit que les armes utilisées expliquent ces 200 brûlés du Hamas, mais expliquent sans doute d'autres disparitions, et ça paraît très clair. Et puis, parmi les 1200, grosso modo, qui restent, vous avez, grosso modo, 400 personnes qui sont des combattants, qui sont des militaires. Donc, ce ne sont pas des civils, c'est important de le dire aussi. Les combattants du Hamas sont intervenus, et puis leur but était bien d'attaquer la division de Gaza. Donc, ils ont rencontré des soldats de la division de Gaza. Et ça, c'est clair. Et donc, c'est parmi les morts que vous avez là-dedans, il y en a 400 qui sont des forces de sécurité, soit des gens qui étaient associés à la sécurité des kibbutz eux-mêmes, soit des gens de la division de Gaza. Et reste donc environ 800 civils qui, eux, sont effectivement des civils. Et là, on voit que les destructions qui ont été faites, et les témoignages aussi, parce que ce n'est pas seulement sur la base des destructions et des photos après coup qu'on le voit, mais c'est aussi les déclarations des gens sur les médias israéliens. C'est des médias qui n'ont reçu absolument aucun écho chez nous, et c'est des interviews de ces victimes, d'ailleurs qu'on a interdit de parler après. Parce que quand les premiers ont commencé à raconter leurs histoires, la censure militaire est intervenue, a dit « vous ne parlez plus de ces histoires ». Et je mentionne aussi, j'ai un petit chapitre sur la censure militaire, elle a établi des directives très précises qui interdit aux survivants de parler de ce qui s'est passé. Pour être honnête, on ne sait pas exactement combien de civils israéliens ont été tués par des gens du Hamas. On ne sait pas non plus combien de civils israéliens ont été tués par l'armée israélienne, mais la nature des armes, la nature des combats et les emplacements des combats montrent qu'effectivement,
On peut dire avec une certaine honnêteté, disons qu'une majeure partie des morts de cette journée-là sont des morts qui sont dus à l'armée israélienne et non pas au Hamas. Le Hamas a certainement tué des gens, et a certainement tué des civils, ça c'est certain. Mais la grande majorité, probablement pas, vu l'ampleur des dégâts. Vous dites d'ailleurs, en parlant de ces crimes de guerre par le Hamas, que la mort de civils n'était pas un objectif du Hamas. Non, ça n'était pas un objectif. Et on le voit très bien d'ailleurs parce que les témoins qui ont vu des combattants du Hamas, il y a cet exemple qui est assez frappant quand même, qui est un petit exemple sans doute, et vous allez me dire qu'il n'est peut-être pas représentatif du reste, c'est possible, mais néanmoins, de ce combattant du Hamas qui entre dans une maison parce qu'il cherche des militaires, en fait. Il cherche des militaires. Et puis la dame qui est là lui dit qu'il n'y a pas de militaires. Et alors il voit une banane sur une table et il demande à la dame, est-ce que je peux prendre la banane? Donc on voit qu'on est dans un comportement qui n'est pas du tout le comportement de gens qui sont venus là pour tuer des civils. Ils sont venus là pour chercher des militaires. Et d'ailleurs, on a le témoignage d'une autre personne qui dit que les gars du Hamas sont restés dans la maison. Ils ont dit d'appeler les forces de sécurité. Ils ont dit on va les attendre ensemble. Donc ils attendaient les forces de sécurité. Et d'ailleurs, après, quand les forces de sécurité sont arrivées, les forces de sécurité ont tiré dans la maison sans savoir qu'il y avait des civils. Et vous avez la personne décrit que les gars du Hamas sont enfuis avec eux. Et que certains des morts qu'on évoque, qu'on évoquera par la suite dans des articles, dans d'autres articles, et dans notre presse aussi d'ailleurs, ces morts ont été faits par les Israéliens et que les gars du Hamas ont presque aidé les civils à s'échapper de ça. Donc on est dans une situation qui est très différente de celle qu'on a racontée. Mais évidemment, on aura l'occasion d'en reparler sans doute, mais il y avait un objectif de narratif derrière qui a fait qu'on a réarrangé la réalité pour qu'elle soit, pour montrer un Hamas beaucoup plus agressif et beaucoup plus, criminel que ce qu'il est. Alors, autre polémique, les viols. Concernant les viols, vous citez un journaliste britannique. Il n'y a aucune scène de décapitation d'individus vivants, aucun élément permettant de documenter l'accusation de torture, aucune scène de viol ou de violence sexuelle. Alors, il faut préciser le contexte de cette citation. C'est un journaliste britannique, un journaliste, je ne sais pas s'il est encore ou s'il a été au Guardian, un grand magazine, un grand journal britannique. Et comme il est journaliste, il a eu accès à ces vidéos qui ont été produites par le ministère des Affaires étrangères israélien et qui ont été diffusées et présentées de manière confidentielle à des publics sélectionnés un peu partout dans le monde. C'est par l'entremise des ambassades israéliennes. Il a donc vu ce film et il en a fait une critique. Il a dit qu'il a vu des choses terribles. Donc la question n'est pas... il n'essaye pas de minimiser le rôle du Hamas dans cette affaire. En revanche, il dit qu'il n'a pas vu de décapitation, enfin je ne me rappelle plus exactement le texte en tête, mais il décrit très clairement que beaucoup des crimes qu'on a par la suite attribués au Hamas, ne figurent pas dans ce film. Et il précise que beaucoup de choses que l'on dit, en fait, il y a beaucoup de suggestions, parce qu'on voit les gars du Hamas tirer, mais on ne sait pas toujours sur quoi, par exemple. Alors, on peut se douter que c'est des civils, mais on peut aussi imaginer que c'est des militaires. Donc, il n'essaye pas de minimiser l'attaque, il dit que c'est effectivement une attaque, elle est brutale, ça c'est une réalité, mais le film ne permet pas d'en tirer tous les crimes qu'on a ensuite attribués au Hamas. Ça, c'est important. Alors, il y a eu un rapport récemment réalisé par une association de victimes sexuelles qui affirme cette semaine, qui parle de viols systématiques, même de viols collectifs, en particulier au festival Supernova. Comment réagissez-vous par rapport à ces témoignages? Ce qu'il faut comprendre là, c'est que dès le 7 octobre, on a commencé à accuser le Hamas d'avoir fait toutes sortes de crimes. Il y a eu les fameux 40 bébés décapités.
Il y a eu la femme éventrée, il y a eu des femmes violées dont on a coupé les têtes et qu'on trimballait la tête comme ça dans la rue. Il y a des enfants qui ont été suspendus, qui sont morts à des étendages pour la lessive, etc. Voilà. Tout ça ne s'est pas passé. Et très rapidement, beaucoup des accusations qu'on a faites contre le Hamas, que le gouvernement israélien a faites contre le Hamas, sont trouvées débunkées par les réseaux sociaux. Et très rapidement, on a vu que toute cette accusation s'effondrait. Et puis, assez tardivement, on a vu apparaître la question des viols collectifs. Alors, les viols collectifs, c'est une chose qui a commencé à intéresser les journalistes, d'ailleurs, israéliens, eux-mêmes dès le mois de novembre. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de témoignages de viols, mais pas de victimes, assez curieusement. Alors, on a dit que parce que les victimes étaient mortes, c'est possible, je ne sais pas. Mais on n'a pratiquement pas, et c'est la police israélienne qui le dit d'ailleurs, et tout ça, c'est tout ce que je dis, c'est pas mon invention, on le retrouve, et c'est documenté d'ailleurs dans mon livre, on le trouve dans la presse israélienne. La police israélienne est confrontée au problème d'avoir beaucoup d'accusations de viol, mais pas de victimes et pas de preuves forensiques, de médecine légale, si vous voulez. Alors, on explique ça de différentes manières, mais toujours est-il que, voilà, ça c'est la situation. Alors, je ne connais pas la situation. Il y a peut-être eu des viols, c'est possible. Systématique, ça semble peu probable. Et ceux qui ont analysé ça, et il y a notamment des journalistes américains qui ont analysé ça, je les mentionne d'ailleurs dans mon ouvrage, Aaron Maté et Max Blumenthal, qui sont des journalistes juifs américains, qui se sont penchés sur cette question et qui sont notamment penchés sur un article du New York Times et qui a eu un grand retentissement en Europe parce qu'on n'écoute pas ce que dit la presse israélienne, mais on prend volontiers ce que raconte le New York Times, qui a une réputation quand même internationale. Et dans cet article, on parlait de viols collectifs et systématiques. Le problème, c'est que le personnage central sur lequel se basait l'article de New York Times, c'est une jeune femme qu'on prétendait avoir été violée et dont la famille s'est attaquée au New York Times en disant « mais on ne vous a jamais dit ça et à notre connaissance, notre fille n'a pas été violée et donc vous tirez des conclusions sur quelque chose qui est manifestement abusif ». Et toute l'histoire, elle a secoué vraiment le New York Times et la presse américaine parce que on a, et c'est l'allégation de ces journalistes américains, qu'on a finalement créé ce problème pratiquement de toutes pièces. Donc qu'il y ait eu des viols, c'est bien possible, mais qu'ils étaient systématiques et que ça fait partie d'un plan du Hamas, c'est extrêmement peu probable. Et d'ailleurs, on voit bien que, n'est-ce pas, ce 7 octobre, en réalité, il s'est passé en quelques heures, où les combattants du Hamas ont été constamment, pratiquement sous le feu des Israéliens. Alors cette réponse israélienne, elle a été décousue, elle a été mal ficelée, elle a eu beaucoup de défauts, comme je l'ai dit, mais elle était là. Genre, on a eu des combats. Donc l'histoire des viols collectifs comme ça dans une foule, et quand on voit la foule de ces festivaliers qui s'est très rapidement éparpillée dès qu'il y a eu les premiers coups de feu, vous voyez ces jeunes, et là on a des vidéos qui sont clairement documentées, où ces jeunes qui se sont éparpillés extrêmement rapidement, assez logiquement d'ailleurs. Alors dans quel contexte des viols collectifs en grande quantité se serait déroulé comme ça paraît très peu crédible à vrai dire. Et les témoins, les soi-disant témoins de ces crimes ont été pratiquement tous débunkés. Donc le rapport que vous mentionnez de cette association sur les crimes du Hamas du 7 octobre, les témoins qui sont mentionnés sont des témoins qui ont été débunkés même par la presse israélienne elle-même. Donc, c'est possible moi je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de viol parce que c'est possible, mais
la probabilité me semble faible. C'est un domaine auquel je suis sensible parce que j'ai travaillé sur la protection des civils alors que j'étais chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix. Et on avait fait avec mon équipe des directives sur les comportements et la problématique liée au viol et aux violences sexuelles, disons plus généralement, aux violences sexuelles dans les situations de conflit. Et d'ailleurs, c'est un domaine que j'ai couvert aussi lorsque j'étais à l'OTAN. Et donc, c'est un sujet auquel je suis sensible, mais dont on observe, quand on regarde les cas qui se sont produits ou les cas qui ont été annoncés ou qui ont été documentés, plus exactement, eh bien, on constate des contextes que l'on ne retrouve pas lors du 7 octobre, et notamment la situation de combat, typiquement. Et on remarque par ailleurs que les prisonniers, ou prisonnières, devrais-je dire, qui ont été détenus par le Hamas, ou on les appellera otages, on va pas, mais on voit que ces femmes qui sont revenues, eh bien, ne se plaignent pas du tout de ce genre de violence. Donc, alors qu'elles étaient sous le pouvoir de ces gens du Hamas, donc, et où les combattants du Hamas auraient eu le temps de les violer, auraient eu le temps de les maltraiter, etc. Or, on n'a pas cette situation-là dans la situation de dépendance dans laquelle ces prisonnières se trouvaient. Et le 7 octobre, eh bien, on est dans une situation beaucoup plus chaotique, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus mouvementée, ce qui fait que j'ai de la peine à croire à ces viols, d'autant plus qu'ils s'intègrent dans une rhétorique qui tend à justifier la réponse très musclée du gouvernement israélien. Et c'est ça qui est l'aspect le plus dérangeant de cette affaire, parce qu'on voit très bien quelle peut être la finalité d'un discours qui est mal documenté ou peu documenté, voire fallacieux. La seule chose qui permettrait d'éclaircir la problématique ou d'éclaircir les événements, ce serait évidemment d'accepter une enquête internationale ou une enquête en tout cas impartiale, objective, etc. Or, le gouvernement israélien s'est refusé à ça. J'ai toujours tendance un peu à me méfier des gouvernements ou de ceux qui refusent qu'on participe à une enquête objective et impartiale. Le lendemain du 7 octobre, vous avez dit que cette action du Hamas était vraiment suicidaire et que les répercussions israéliennes seraient terribles. 5 mois plus tard, avez-vous changé d'avis ou vous êtes toujours sur cet avis? Elle a un côté suicidaire, mais je dois dire que oui, la réponse a été terrible et ça, on le savait. Probablement d'ailleurs, les Palestiniens le savaient également. Et dans ce sens-là, il y a peut-être un côté un peu suicidaire. Mais je dois nuancer le propos parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la résistance palestinienne, contre toute attente, s'est montrée extrêmement efficace contre l'armée israélienne, que l'armée israélienne est en réelle difficulté dans le territoire de Gaza, malgré une supériorité à la fois matérielle, en hommes et technologique qui est manifeste. Et les combattants palestiniens ont montré une remarquable adaptabilité dans la conduite des opérations. Et puis, on voit que après 5 mois, les Israéliens ne maîtrisent aucune zone de la bande de Gaza. Ils ont tué beaucoup de monde avant d'entrer parce qu'ils ont bombardé pratiquement, ils ont fait table rase avec des bombardements aériens, comme le font les Occidentaux d'ailleurs. D'ailleurs, les Israéliens ne font pas mystère de ça, ils disent « on fait comme vous ». Ils ont fait exactement comme les Français, comme les Américains, comme les Anglais, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Ils ont appliqué les mêmes principes, exactement les mêmes, avec sans doute un peu plus de hargne parce qu'on est dans un conflit un peu différent, mais grosso modo, on est sur le même schéma, mais ils ne maîtrisent rien. Et ça, c'est la partie intéressante de la conclusion. J'aurais pas estimé la capacité de résilience du Hamas à un tel niveau. Je vous remercie Jacques Beau. Lundi prochain, nous allons vous interroger justement très longuement sur les événements qui se sont passés depuis 5 mois entre le 7 octobre et aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Opération Déluge d'Al-Aqsa qui paraît cette semaine aux éditions Max Minot.